Honorius et sa suite arrivent au camp de Pavie. Les troupes, entièrement composées de légions italiennes, accueillent l'empereur avec des acclamations. Attila voit qu'Essius est ému. Olympius et Héraclius rayonnent de joie. Pendant 3 jours l'empereur Honorius, Olympius et d'autres conseillers visitent les légions, discutent familièrement avec les officiers et les soldats des heures entières, s'intéressent de leurs besoins, de leurs opinions. L'empereur rencontre quelques vétérans qui se souviennent avec tendresse de l'enfance d'Honorius et de son père, le grand Théodose, qui l'initiait à la vie des camps militaires, lui apprenait à tirer à l'arc et à voltiger. Les légionnaires sont au courant de la dernière séance du Sénat, ils expriment leur solidarité avec les propos de Lampadius, s'indignent de l'incident au camp de Bologne, critiquent ouvertement Stylicone qui a perdu leur confiance après l'invasion des Vandales en Gaule. Honorius se sent heureux. Il commence à croire vraiment à la possibilité de la renaissance des vertus guerrières des Romains et à la possibilité de se passer des services coûteux des mercenaires barbares. Chaque matin il prépare et améliore avec Olympius son discours pendant la revue de l'armée qui est prévue pour le 4e jour. Plusieurs officiers préviennent Honorius et sa suite de rumeurs sur le complot que monte Stylicone avec les barbares pour couronner son fils Euchérius. Alarmé, l'empereur s'adresse à Olympius. L'enquête sur les actions de Stylicone progresse-t-elle? Excellence, les rumeurs sont trop persistantes pour les négliger. Vous vous souvenez que Stylicone a essayé de vous empêcher de vous montrer aux troupes romaines de Pavie. Ainsi, je pense qu'il a dévoilé involontairement ses plans de vous entourer par des soldats barbares et ses fidèles. C'est vrai, il a essayé de m'empêcher de venir sans lui au camp de Pavie. Honorius réfléchit un peu et continue. Et alors, tu penses que mes gardes-hunes sont aussi dangereuses? Pas vraiment. Les Huns sont toujours fidèles à leur serment. Mes relations avec les officiers Huns de ma garde sont excellentes. Mais je suis prudent par rapport aux soldats Huns qui étaient dans la garde de Stylicone. Nous avons organisé pour eux un serment de fidélité. Mais il serait mieux pendant la revue de l'armée que les Huns et leur prince Attila soient absents. Je vous propose de les envoyer pour quelques jours avec Essius à la frontière de la Gaule. Attila est heureux. Aux premières heures d'une belle matinée, à la tête des détachements de cavaliers Huns, il s'approche des Alpes. Il respire l'odeur fraîche des prairies et des forêts. Le jeune prince sourit. Essius, je suis très content que nous allions bientôt avec les armées romaines jusqu'à Arles et plus loin pour libérer la Gaule. Je pense que l'empereur Honorius continuera à nous confier le commandement des troupes Hunes. L'empereur, oui, mais le général Stylicone, non. Pourquoi? J'ai déjà passé la cérémonie de la remise des armes avant de quitter mon pays, j'ai étudié les tactiques des armées de divers peuples. Stylicone a déjoué beaucoup d'attentats et de complots contre lui. Il préfère garder près de lui ses Huns, toujours fidèles à leur serment. Sans ses gardes, la garde-une de l'empereur n'est pas nombreuse. Stylicone ne voudra pas risquer ta vie en acceptant ta participation dans des escarmouches avec peu de cavaliers. Attila s'arrête et admire les détachements Huns, c'est bien qu'ils gardent leur armement Huns. Je m'étonne que les légionnaires romains soient si mal cuirassés et ne portent pas de casque. C'est l'empereur Gratien qui a cédé aux demandes des soldats qui ne voulaient plus porter de casque et de cuirasse métallique. Mais pourquoi? S'étonne Attila. Parce que les casques et les cuirasses sont lourdes. Maintenant les légionnaires ne sont plus protégés que par de grands boucliers. Le prince s'exclame avec la spontanéité d'un adolescent, donc, ils sont moins forts que leurs ancêtres. Essius le corrige gentiment, ils sont certainement moins entraînés. Attila continue d'admirer les cavaliers qui passent devant lui. Les uniformes sont superbes. Honorius, lui-même, a dessiné leurs uniformes avec les meilleurs couturiers de Rome.
Il ne veut pas reproduire la faute de l'empereur Gratien. Quelle faute? Sous influence de sa garde hellène, qui sont aussi des cavaliers des steppes, il se montrait souvent vêtu de l'habit fourré, armé de l'arc. Ce spectacle de l'empereur, qui renonçait à l'habillement et aux usages romains, enflammait de douleur et d'indignation les légions. C'est lui qui a été tué à Lyon par les rebelles? Oui, il y a 25 ans. Le détachement arrive au trophée des Alpes qui domine la Méditerranée au pied du mont Augel. On s'arrête pour permettre à Attila, curieux de tout, de bien regarder le monument et de lire ses inscriptions. Le prince 1 lit à haute voix, à l'empereur César, fils du divus, Auguste. Le Sénat et le peuple romain. Parce que sous sa conduite, tous les peuples alpins ont été soumis à l'empire du peuple romain. Essius lui explique, nous sommes à la frontière de la Gaule. Dorénavant nous pouvons arrêter et interroger n'importe qui. Pourquoi? Car on peut considérer les habitants de la Gaule comme des insurgés reconnaissant le pouvoir de l'usurpateur Constantin. À cet instant, les jeunes amis voient sur la route julienne un cavalier qui se dirige vers l'Italie, mais s'arrête brusquement, puis tourne son cheval en arrière et fuit à toute vitesse. Halte! Arrêtez-le! Quelqu'un se jette à sa poursuite avec des cris et ramène rapidement le jeune Gaulois capturé. Il a environ 20 ans. Ses cheveux châtains encadrent un beau visage noble aux traits fins. Essius commence l'interrogatoire. Qui es-tu? Je m'appelle Attilius, je suis. Le prince 1 relève sa tête et s'exclame. Incroyable! Tu t'appelles Attila. Le jeune Gaulois frissonne malgré lui sous le regard d'Attila pourtant pas hostile mais empreint d'autorité et de résolution. Essius sourit. Il s'appelle Attilius. C'est un nom que portaient quelques Romains illustres comme Marcus Attilius Regulus, consul et général. Puis il continue son interrogatoire. Tu nous as fui. Tu es donc un agent de l'usurpateur Constantin? Le jeune homme tremble. Pas du tout. Mon père est libraire à Lyon. Je vais en Italie pour chercher des livres à copier et à vendre. Rencontrer des auteurs. Mais pourquoi nous as-tu fui? J'ai eu peur de vos cavaliers. Attilius regarde avec une surprise sincère les uns qui l'entourent. Je n'ai jamais vu des gens de cet aspect physique. Veux-tu dire que tu n'as jamais entendu parler des Huns? Pourtant le général Huldin a beaucoup aidé Stylicone contre Alaric et Radagès. Oui, je sais, mais en Gaule nous essayons maintenant d'éviter les rencontres avec les barbares. Excusez-moi, avec les soldats. Essius parle en un avec Attila qui sourit. Un peu calmé. Le jeune Gaulois explique, j'ai plusieurs lettres de recommandation pour des libraires, des bibliothécaires et des écrivains italiens. Notre maison d'édition est connue. Nous cherchons toujours des nouveautés. Puis il termine avec de la fierté dans la voix. D'ailleurs, j'écris moi-même des récits, des poèmes et des compilations. Attila et Essius interrogent Attilius sur la situation en Gaule et sont satisfaits de ses réponses. Attila décide, je vois que tu es bien informé. Tu nous accompagneras quelques jours. Puis il s'adresse à Essius. Dis-moi, qui était ce consul et général romain Attilius? Marcus Attilius Regulus commandait pendant la première guerre punique une armée romaine en Afrique. Fait prisonnier, il a été libéré sur parole pour négocier à Rome un échange de prisonniers. Mais il a convaincu le Sénat de refuser cet échange. Puis Régulus retourna à Carthage où il fut exécuté. Quel héros! S'exclame Attila. Le 13 août, les légions sont alignées dans le camp de Pavie en ordre impeccable. Honorius commence une harangue militaire, composée avec Olympius, soldats, les Vandales et leurs alliés. Après avoir dévasté la Gaule, sont en train de devenir les maîtres de l'Espagne. Nous avons déjà perdu la Bretagne.
Ces pays, chèrement achetés par le sang de nos ancêtres, gémissent sous la domination des sauvages et des rebelles. Les barbares égorgent les chrétiens dans les églises, les foules des Romains fuient en panique devant eux. Certains pensent que nous ne pouvons pas nous passer dans cette situation de l'aide du roi Alaric, roi des Visigoths, qui veut profiter de nos difficultés provisoires. Mais je vois que vous gardez intactes les vertus romaines. Le moment décisif est venu. Sous ma conduite, j'attends de vous cette valeur qu'ont tant de fois manifestée nos ancêtres pour la défense de l'Empire. Soyez dignes de leur gloire. Enthousiasmés par ces paroles, les légionnaires poussent des cris. On entend des cliquetis d'armes en guise d'applaudissements. Honorius se sent un grand empereur. Vengeons nos concitoyens morts en Gaule et en Espagne, exterminons les brigands. Soyons vigilants contre les complices des Vandales et de leurs alliés dans l'armée romaine. Écoutez la voix du courage. Je commanderai moi-même mes armées et je ne tolérerai plus aucune tentative de pression pour la prise de mes décisions, dans l'intérêt des citoyens et de l'armée romaine. Les amis de Stylicone écoutent avec inquiétude le discours de l'empereur et les cris guerriers des soldats brandissant leurs armes. Soldats, l'histoire romaine a connu des moments plus terribles qu'aujourd'hui. Les assauts conjugués des tribus voisines cherchaient à écraser Rome naissante. Quelle était la puissance de Rome lorsque César, Auguste, Trajan, Constantin imposèrent à nos ennemis la paix, l'abdication, l'exil, la rançon, les chaînes, le poison. De nouveau, les soldats poussent des cris, brandissent des armes. Je pense que le danger barbare réveillera votre courage, les trompettes romaines retrouveront leur pouvoir. Devant vous trembleront la terre et l'onde, quand vous mettrez en marche vos enseignes. Olympius constate avec satisfaction que les mêmes propos, qui ont enthousiasmé le Sénat, enflamment maintenant les légions italiennes. Après le discours d'Honorius et la revue des troupes, les amis de Stylicone, des personnalités très distinguées de l'Empire, se regroupent spontanément et échangent leurs inquiétudes inspirées par les propos de l'empereur. Leur discussion n'échappe pas aux oreilles. Devenus plus sensibles après l'appel de l'empereur à la vigilance contre les complices des Vandales et de leurs alliés dans l'armée romaine. Les deux préfets du prétoire de l'Italie et de la Gaule, deux maîtres généraux de la cavalerie et de l'infanterie, le maître des offices, le questeur, le trésorier et le comte des domestiques et les autres amis de Stylicone sentent la menace et se dispersent. Soudain, quelqu'un crie « Aux armes ! Exterminons les barbares et leurs complices !» Les soldats courent, brandissant leurs armes dans toutes les directions. Honorius et Olympius sortent avec le comte Héraclion et les généraux romains de la tente impériale. Le sourire de l'empereur, heureux du succès de sa harangue, s'éteint en voyant les soldats excités qui commencent à entourer sa tente avec des cris « Complot ! Mort à Stylicone et à Eucherius ! Vive Sa Majesté l'empereur Honorius ! À bas les barbares et leurs complices! Vive les généraux romains !» Héraclion et les autres généraux d'Honorius sourient et cette réaction spontanée encourage les soldats qui courent chercher et tuer tous les ennemis de leur empereur. Olympius emmène Honorius épouvanté dans la tente. Le jeune empereur tremble, c'est terrible. Olympius, il faut les arrêter. Je ne veux pas la guerre civile. Excellence, les soldats ne veulent qu'éliminer les traîtres. Pas de cette manière. Je pensais arrêter et exiler Stylicone avec ses quelques fidèles. Moi aussi.
J'ai déjà envoyé des agents afin de convaincre les Go-de-Sarus d'arrêter Stilicone à Bologne. On entend des cris, les partisans de Stilicone qui sont restés dans le camp sont déjà massacrés. La foule de soldats commence à inonder les rues de Pavie. Honorius se souvient comment Stilicone l'a sauvé des Goths il y a 5 ans. L'empereur ferme ses yeux et voit le sourire de ses reines. Sa tante est la femme de Stilicone, qui était comme sa mère, Olympius. Empêchons les massacres. Ordonne aux généraux d'arrêter les soldats. Olympius sort de la tente et les généraux se dispersent. Honorius transpire, se sent étouffé, se dépouille du diadème et de la pourpre impériale. Non. C'est trop tard. Ils ne peuvent pas arrêter les massacres. Les soldats sont déjà dispersés dans la ville. C'est ma faute. Je dois aller moi-même sauver la vie des Romains innocents qui peuvent tomber sous les coups des soldats enragés. Étonné, Olympius voit le jeune empereur sortir en courant. Il hésite un instant. En regardant le diadème et la pourpre impériale laissée sur une chaise, puis sort de la tente. L'empereur a disparu dans la foule des soldats retardataires qui courent vers le centre de Pavie.